Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les monoïdes. Alors un monoïde, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une structure algébrique et plus précisément, je vous ai écrit la définition ici. Un monoïde, c'est un magma associatif et unifère. Autrement dit, c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne. Et cette loi de composition interne, elle est associative et elle possède un élément neutre. Alors si jamais dans tout ce que je viens de dire jusque-là, il y a déjà des mots que vous ne comprenez pas, eh bien ça veut dire que vous avez raté les vidéos précédentes, donc courez vite les voir ou les revoir et tout va s'éclaircir. En attendant, vous voyez que cette définition elle est assez courte, elle n'est pas très compliquée. Ceci dit, elle est peut-être quand même un peu abstraite. Donc ce que je vous propose dans la suite de la vidéo, c'est de découvrir un certain nombre d'exemples plus concrets pour voir ce que sont les monoïdes. Le premier grand type d'exemple que je voulais vous présenter, c'est les monoïdes qui sont basés sur des ensembles de nombres. Prenons par exemple l'ensemble n des entiers naturels, donc qui contient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On peut le munir de la façon suivante de l'addition, et si on fait ça, on obtient un monoïde. Pour le vérifier, il suffit de regarder la définition et de vérifier 3 points. Premièrement, que c'est bien un magma, et ça c'est le cas. Pour que ce soit un magma, il suffit que l'addition soit une loi de composition interne, et c'est bien le cas. Si on additionne deux nombres entiers naturels, on obtient bien un troisième nombre qui est aussi un entier naturel. Deuxième point, il faut que l'addition soit associative, et ça c'est vrai, c'est une propriété classique de l'addition qu'on utilise depuis qu'on est tout petit. Et troisième point, il faut que l'addition possède un élément neutre, et là encore c'est bien vrai, l'élément neutre de l'addition c'est le nombre 0, et le nombre 0 appartient bien à notre ensemble n, donc la définition est vérifiée, c'est bon, on a un monoïde. Deuxième exemple qu'on peut prendre, regardons l'ensemble des nombres réels munis de la multiplication. Là encore, je vous laisse vérifier les 3 propriétés. La multiplication est bien une loi de composition interne, la multiplication est bien associative, et la multiplication possède bien un élément neutre, c'est le nombre 1. Donc on a là un autre monoïde. Alors ces deux exemples, c'est à peu près les exemples les plus classiques qu'on puisse trouver en termes de monoïdes faits avec des ensembles de nombres. Ceci dit, il en existe des tas d'autres, on peut en imaginer des tas plus biscornus que cela, avec d'autres ensembles et d'autres opérations. Ceci dit, je ne voudrais pas non plus vous laisser croire qu'il suffit de prendre n'importe quel ensemble avec n'importe quelle opération pour que ça marche à tous les coups. Donc je vais aussi vous donner 2 contre-exemples pour voir que dans certains cas ça peut ne pas marcher. Le premier contre-exemple que je voudrais vous donner, c'est le cas de z-. Alors z-, c'est l'ensemble des entiers négatifs, donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc., munis de la multiplication. Alors ça, c'est pas un monoïde. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la définition? Eh bien déjà, c'est pas un magma. Pourquoi? Parce que la multiplication, ici, n'est pas une loi de composition interne. Si on multiplie deux nombres négatifs, on n'obtient pas un nombre négatif, on obtient un nombre positif. Moins par moins, ça fait plus. Donc déjà, dès le premier point, c'est fini, cette structure-là n'est pas un monoïde. Deuxième exemple, deuxième contre-exemple en tout cas, si on prend l'ensemble 2z, donc qui désigne l'ensemble des nombres pairs, et qu'on le munit lui aussi de la multiplication, là cette fois, qu'est-ce qui ne va pas marcher? Alors c'est bien un magma, la loi de composition est bien interne. Deux nombres pairs, si on les multiplie, ça donne un nombre pair. La multiplication est toujours associative. Par contre, c'est le dernier point, là cette fois, qui ne va pas marcher. Il n'y a pas d'élément neutre, parce que l'élément neutre de la multiplication, normalement, c'est le nombre 1, mais le nombre 1 n'est évidemment pas un nombre pair, il n'appartient pas à l'ensemble de z, donc encore une fois, ici, c'est fini, cet ensemble-là n'est pas un monoïde. Donc voilà pour cette première grande catégorie d'exemples de monoïdes qu'on peut trouver, basés sur les ensembles de nombres. La deuxième catégorie d'exemples dont je voulais vous parler, c'est les monoïdes basés sur des ensembles de fonctions. Prenons par exemple les fonctions réelles, donc les fonctions qui prennent un nombre réel et qui renvoient à un nombre réel. L'ensemble de toutes ces fonctions, on le note en général de la façon suivante, c'est r puissance r. Et l'ensemble des fonctions réelles, on peut le munir d'une opération qu'on note généralement avec un petit rond de la façon suivante et qu'on appelle la composition des fonctions. Pour comprendre comment ça marche, prenons un exemple. Prenons par exemple la fonction f, qui a un nombre x associe son double 2x. Donc par exemple, on a f de 3 qui est égal à 6. Et prenons aussi la fonction g qui a un nombre x associe son carré, x au carré. Par exemple, on a g de 3 qui est égal à 9.
Alors à partir de ces deux fonctions, on va pouvoir en construire une troisième, qu'on va donc noter f rongé, et qui est la fonction qu'on obtient quand, à partir d'un nombre x, on lui applique d'abord la fonction g, puis ensuite la fonction f. Donc autrement dit, f rongé, à un nombre x, il lui associe quoi? Eh bien, x subit d'abord la fonction g pour devenir x carré, puis la fonction f, donc, est multipliée par 2, on obtient 2x carré. Donc, par exemple, f rongé de 3, ça donne combien? Eh bien, ça donne 2 fois 3 au carré, donc 2 fois 9, 18. Voilà comment on définit cette opération rond, qui consiste à composer les opérations, et donc, si on munit l'ensemble des fonctions de cette opération-là, on obtient, encore une fois, un monoïde. Alors, pour le vérifier, il suffit encore une fois de se reporter à la définition. C'est bien un magma. La loi de composition est bien interne. Si on compose deux fonctions réelles, on trouve toujours une autre fonction réelle. Deuxièmement, c'est bien associatif. Ça, je vous laisse le vérifier, c'est pas très difficile. Si on compose plusieurs fonctions les unes à la suite des autres, ça ne dépend pas, le résultat ne dépend pas de l'ordre dans lequel on met les parenthèses. Et enfin, il y a un élément neutre. Et l'élément neutre, c'est, en l'occurrence, la fonction qu'on appelle la fonction identité, que l'on note id, et qui est tout simplement la fonction qui a un nombre x associe lui-même. Par exemple, l'identité de 3, c'est 3. Vous voyez bien que si on prend une fonction f quelconque et qu'on compose cette fonction f avec l'identité, f rond l'identité, eh bien ça va donner f. C'est bien la définition de l'élément neutre dans une structure algébrique en général. Donc voilà cet exemple que l'on peut donner avec les fonctions. Là, je vous l'ai donné avec les fonctions réelles, mais ça peut s'étendre à beaucoup de types de fonctions différentes. Par exemple, c'est aussi valable en géométrie. Quand on a des fonctions géométriques telles que des symétries, des rotations, des homothéties, eh bien de la même façon, l'ensemble de toutes ces transformations géométriques, on peut les munir d'une opération de composition qui consiste à faire ces opérations les unes à la suite des autres de la même façon. Donc voilà ces deux grands types d'exemples dont je voulais vous parler. D'une part les nombres et de l'autre côté les fonctions. C'est les deux grandes catégories principales de monoïdes qui existent. Il en existe d'autres, mais ce sont les principales. Alors avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous parler d'une dernière chose et revenir à ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, on a vu que les opérations, elles pouvaient vérifier trois propriétés. Il y avait l'associativité, il y avait l'existence d'un élément neutre, et puis il y avait la commutativité. Or, vous vous êtes peut-être demandé tout à l'heure, quand j'ai écrit cette définition, mais pourquoi est-ce que dans la définition du monoïde, on met l'associativité, on met l'élément neutre, mais on ne rajoute pas la commutativité? Eh bien, la raison pour laquelle on ne rajoute pas la commutativité, c'est les fonctions. Parce que cette opération, l'opération de composition des fonctions qu'on a ici, elle n'est pas commutative. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'exemple qu'on avait ici. F rond G, on l'a calculé, mais si on calcule G rond F, c'est la fonction qui a x associe. Ben, dans ce cas-là, x subit d'abord l'action de f, donc ça donne 2x, et le tout au carré. Donc par exemple, G rond f de 3, c'est égal à f de 3, c'est 2 fois 3, 6, et 6 au carré, ça fait 36. Ce qui ne donne évidemment pas la même chose que 18. Donc f rond G est différent de G rond f. Le résultat de l'opération dépend du sens dans lequel on fait l'opération. Donc ce monoïde-là n'est pas commutatif. Or, je vous rappelle que si on étudie les structures algébriques, c'est pour généraliser les choses que l'on connaît déjà et pour essayer d'englober le plus de cas particuliers possible. Or, ici, les fonctions, les exemples qui concernent les fonctions, c'est une très grosse partie des exemples des monoïdes. Et on n'a pas envie de s'en priver. On n'a pas envie tout de suite, dès le début, d'exclure toute cette classe de fonctions de nos exemples et de nos monoïdes. Donc c'est pour cette raison-là que dans la définition des monoïdes, on ne met pas la commutativité tout de suite. On va attendre un peu avant de la mettre. Pour l'instant, on essaye de faire la chose la plus générale possible.